Marcello Mastroianni n'incarnait pas simplement la figure de proue du 7e art italien, il en représentait l'essence même, la respiration profonde et vibrante d'une nation tout entière. Derrière cette allure de Monsieur Tout-le-Monde et ce timbre de voix caressant, il possédait le génie rare de glisser dans la peau du songeur, de l'errant du séducteur, ou du raté magnifique, toujours avec cette même élégance discrète et poignante. C'est grâce à son talent que des chefs-d'œuvre immortels comme la Dolce Vita ou Une journée particulière sont gravés à jamais dans la mémoire collective, offrant au monde des performances d'une justesse absolue. Pourtant, cette aisance naturelle et ce charisme dévastateur dissimulaient un parcours tourmenté tissé de paradoxes violents et puisant ses racines amères dans une misère profonde que peu soupçonnaient. Ballotté par les tourments de la guerre et écartelé par les passions dévorantes des femmes qui ont traversé son existence, Marcello a passé son temps à naviguer en eau trouble, effaçant sans cesse la frontière entre ses personnages de fiction et sa propre réalité. Il s'obstinait à rejeter catégoriquement le divorce, tout en bâtissant des foyers parallèles vivant dans une dualité constante. Il réclamait la sérénité à corps et à cri, tout en étant viscéralement incapable de mettre un frein à sa course effrénée. Au crépuscule de son existence, alors qu'il livrait son ultime et douloureuse bataille contre le cancer, il contempla son passé, non pas avec l'amertume des regrets, mais enveloppé d'une nostalgie tendre et apaisée. Son destin fut un clair-obscur fascinant mêlant la grâce céleste à la noirceur, et le moment est venu de lever le voile sur l'intégralité de ce récit captivant pour en saisir toute la complexité. Les cicatrices indélébiles d'une enfance volée par le conflit mondial. Les premières années de Marcello Mastroianni n'avaient rien du conte de fées, annonçant une future star du grand écran. Elles furent au contraire une lutte acharnée et muette, celle d'un gamin forgeant son caractère dans la privation sous la menace constante des bombes et de l'exil forcé. Ce fut une époque sombre où le fracas des ovations était encore inimaginable, étouffé par la lourdeur des non-dits et l'âpreté des épreuves quotidiennes. Tout commence en 1924 à Fontana Liri, un petit bourg sans prétention blotti au creux des montagnes des Apennins, en plein cœur de la péninsule italienne. Si l'on en croit les registres de l'état civil, c'est précisément le 28 septembre que le futur monstre sacré du cinéma pousse son premier cri. Mais comme un présage de son destin insaisissable, même cette date semble flotter dans l'incertitude, annonçant une existence qui refusera toujours de se laisser enfermer dans des cases trop strictes. À l'état civil, il répond au patronyme imposant de Marcello Vincenzo Domenico Mastroianni, une identité qu'il devra élaguer pour les affiches de cinéma, mais qui trahit ses origines prolétaires au sein d'une lignée d'artisans laborieux. Son père au Torino gagnait sa vie en manipulant des produits dangereux comme technicien dans une poudrerie militaire de la région, tandis que sa mère Ida avait connu un passé plus administratif au sein de la Banque d'Italie. Il n'appartenait pas à la haute société et ne possédait aucun levier d'influence, c'étaient avant tout des gens de bras de labeur et de savoir-faire. Ils descendèrent d'une longue lignée de travailleurs manuels, menuisiers, sculpteurs sur bois, et simples ouvriers venus des environs d'Arpino, fiers de leur héritage modeste. Marcello avait à peine 2 ans lorsque le précaire équilibre de son foyer vola en éclats, bousculé par les aléas imprévisibles de l'histoire familiale. En 1926, le ministère de la Guerre ordonna le transfert soudain du grand-père Vincenzo, le patriarche l'envoyant loin de Fontana Liri pour rejoindre l'arsenal de Turin. Tel un effet domino inévitable, le reste de la tribu n'eut d'autre choix que d'emboîter le pas, entamant une migration progressive vers le nord industriel. C'est en 1930 que la famille se reconstitua enfin, Marcello son cadet Ruggiero et leur mère Ida rallièrent Vincenzo à Turin, bientôt rejoint par Ottorino, dont la constitution physique montrait déjà des signes inquiétants de faiblesse. La métropole piémontaise se montra glaciale, n'offrant aucune hospitalité chaleureuse à ses déracinés venus du sud en quête d'un avenir. Le clan Mastroianni débarqua dans une cité frappée de plein fouet par la crise économique, un environnement hostile où dénicher un emploi relevait du miracle et où le quotidien s'apparentait à un parcours du combattant. L'état de santé déclinant d'Ottorino fragilisait encore davantage leur situation financière, plongeant le jeune Marcello dans une enfance dictée par l'instabilité et la nécessité impérieuse de se sacrifier pour les siens. S'il leur restait des rêves,
Ceci ne s'exprimait qu'à voix basse, confidence de tremblante, étouffée la nuit contre des oreillers humides de froid, tandis que l'ombre menaçante de la Grande Dépression s'allongeait inexorablement sur le pays. Le fardeau pesant sur les épaules de la famille devenait de plus en plus écrasant. En 1933, guidés par l'espoir insensé de jours meilleurs et fuyant la misère, ils prirent à nouveau la route de l'Exode. Cette nouvelle errance les mena jusqu'à la capitale Rome, où ils s'entassèrent tant bien que mal dans le quartier populaire et animé de Tuscolano. Dans ces rues peuplées de prolétaires, les aspirations de grandeur se heurtaient brutalement à la réalité terre-à-terre des loyers impayés et des fins de mois difficiles. Ottorino, épaulé par le grand-père Vincenzo, tenta de monter un modeste atelier de menuiserie, un effort désespéré pour reconquérir la fierté perdue de l'artisanat noble. De son côté, l'adolescent terminait son cycle primaire dans l'humble institut des environs de la Piazza Lodi, avant de s'orienter vers une formation technique plus pratique à l'Institut Duca d'Aosta. C'est précisément en ces lieux que le destin farceur et imprévisible orchestra une rencontre invisible qui allait tout changer. Son existence frôla physiquement le monde qui allait le sacrer roi. Les locaux de son école jouxtaient ceux du prestigieux Centro Sperimentale di Cinematografia, le temple sacré du cinéma transalpin. Pourtant, à cet instant précis, le 7e art ne figurait pas sur sa carte ni dans ses ambitions. Seule l'urgence vitale de survivre guidait ses pas. Il se consacra à des études pragmatiques de dessinateur industriel, décrochant en 1943 son diplôme de géomètre à l'Institut Carlo Grella, connu de nos jours sous le nom de Galileo Galilei. Prêt à tout pour gagner sa croûte et soutenir sa famille, il enchaîna les besognes les plus diverses sans jamais faire la fine bouche. Il fit ses premières armes comme dessinateur pour la municipalité de Rome avant de s'exiler à Florence pour rejoindre l'Institut géographique militaire en qualité de cartographe assistant. Mais la guerre impitoyable et aveugle vint faucher même cette modeste tentative de stabilité professionnelle qu'il avait mis tant de soin à construire. Le chaos de septembre 1943, marquant la débâcle militaire et politique de l'Italie, balaya en un instant les fragiles fondations de sa vie. Son employeur, l'Institut géographique, tomba sous la coupe de l'organisation Todt, cette redoutable machine de guerre du génie civil pilotée par l'occupant nazi. À peine âgé de 19 ans, Marcello fut déporté vers Dobbiaco, aux confins du territoire, là où les montagnes touchent le ciel et isolent les hommes. Isolé près de la frontière autrichienne, il se retrouva face à l'angoisse terrifiante et bien réelle d'être expédié en Allemagne pour y subir l'enfer du travail forcé. Refusant ce sort funeste, il prit la fuite grâce à de faux documents et à la complicité du peintre Remo Brindisi, ralliant Venise pour échanger ses plans d'architecte contre une vie de bohème forcée. Dans la cité des Doges, la survie des deux fugitifs ne tint qu'à un fil, ils gagnaient quelques sous en vendant aux passants des croquis hâtifs des splendeurs vénitiennes. Marcello errait comme une ombre sur sa propre terre, un véritable réfugié de l'intérieur, qui ne possédait rien d'autre qu'une volonté de faire et un simple crayon pour esquisser ses rêves brisés. Quand les canons se sont enfin tus, il a regagné les rues dévastées de Rome, l'âme en miettes peut-être, mais animée par une flamme intérieure que même l'horreur du conflit n'avait pas su éteindre. Le clan s'est finalement retrouvé un moment de grâce pourtant assombri par la tragédie silencieuse qui se jouait. La santé du patriarche Ottorino déclinait à vue d'œil, ajoutant une lourde angoisse au tableau familial. Pour survivre, Marcello a dû enfouir ses ambitions et accepter la banalité d'un poste de comptable chez Eagle Lion Film, une modeste boîte de distribution anglo-américaine bien loin du glamour des projecteurs. Si la maigre paie mettait du pain sur la table, elle ne suffisait absolument pas à étouffer ce brasier qui le consumait de l'intérieur, cette soif ardente d'exister autrement qui le hantait depuis ses culottes courtes. L'obsession viscérale de se glisser dans la peau d'un autre, de fuir sa propre réalité, pour vivre 1000 vies par procuration, ne lui avait jamais laissé le moindre répit. Tout avait commencé bien plus tôt sur les planches poussiéreuses et mal éclairées des théâtres paroissiaux, notamment à San Fabriano et Venanzio, où il faisait ses premières armes loin des regards critiques. Vers la fin des années 1930, c'est la faim au ventre qu'il tentait sa chance, survivant parfois uniquement grâce aux bons de repas généreusement offerts par un ami restaurateur à Sienne. C'est cette précarité financière qui l'a poussé vers les studios, acceptant de n'être qu'une silhouette floue à l'arrière-plan des tournages, faisant de la figuration juste pour exister un peu dans ce monde.
On devine à peine son visage dans des œuvres comme Marionnette, la Corona di Ferro, ou Una storia d'amore, mais ne vous y trompez pas, ce n'était pas encore de l'art, c'était une fuite en avant désespérée pour ne pas sombrer. Car au fond de lui, Marcello ne vibrait pas encore pour la caméra. Son véritable Graal, l'objet de tous ses fantasmes artistiques, restait la noblesse brute du théâtre. Dans une manœuvre audacieuse, il s'est inscrit à la faculté d'économie de l'Université de Rome, non pas par amour des chiffres, mais par pur calcul stratégique digne d'un scénario. Le diplôme n'était qu'un prétexte. Son but ultime était d'infiltrer le prestigieux centre théâtral universitaire, le repère secret où se formait l'élite des futurs monstres sacrés de la scène romaine. C'était là sa seule chance, son unique ticket d'or pour espérer un jour fouler les planches dignes de ce nom et se faire remarquer. Pourtant, ce rêve fragile menaçait à tout instant de voler en éclats pris en étau entre la misère noire, les ravages de la guerre et le climat politique instable de l'Italie d'après le fascisme. Au milieu de ce désastre absolu, le jeu d'acteur est devenu sa bouée de sauvetage. Le jour, il courbait l'échine sur des plans en tant que dessinateur industriel pour gagner quelques lires. Mais la nuit, la métamorphose opérait, il déclamait avec ferveur des textes de Pirandello O'Neill et Moravia sous les ampoules moribondes des petites salles de la capitale. Du Quirino au Teatro dell'Arti, il menait cette double existence périlleuse jusqu'à ce que la guerre impitoyable ne balaye tout sur son passage, sa maison, ses certitudes et sa paix intérieure. Refusant de servir de chair à canon, il a vécu dans la clandestinité, traqué survivant en vendant ses croquis aux passants comme un mendiant de luxe pour glaner quelques pièces. Ce traumatisme national a marqué son âme au fer rouge, infusant en lui cette mélancolie douce amère qui deviendra plus tard sa signature indélébile. C'est cette ombre qui donnait à son regard une profondeur que nul cours de comédie ne pouvait enseigner, une tristesse qui transpercerait l'écran même dans ses rôles les plus flamboyants. Au crépuscule de sa vie, lorsqu'un journaliste osa enfin lui demander quel chemin il aurait emprunté sans le cinéma, sa réponse fut empreinte d'une nostalgie déconcertante. « Il m'arrive souvent de penser que j'ai raté ma vocation d'architecte. Aurais-je eu du talent ? C'est le grand mystère qui me poursuit. » confia-t-il. Un architecte laisse une trace de pierre, du solide, du durable. Mais moi, que restera-t-il vraiment de mon travail une fois la lumière éteinte ? Voilà le paradoxe de cet homme, l'icône réticente qui a pourtant totalement réinventé les codes du cinéma européen sans jamais chercher la gloire pour elle-même. L'ascension fulgurante de Marcello Mastroianni vers les sommets n'est pas juste la biographie d'un comédien doué, c'est la fresque vivante de l'âge d'or du 7e art, vue par ses yeux inoubliables. Si ses premières apparitions furtives dans des films comme Marionnette et Tosca lui ont permis de mettre un pied dans la porte de l'industrie, c'était loin d'être la gloire. La véritable révélation s'est produite sur les planches sous la direction tyrannique mais géniale de Luchino Visconti, qui a su sculpter son talent brut avec une exigence folle. Le destin bascule véritablement en 1948 avec I Miserabili, une adaptation audacieuse de l'œuvre de Victor Hugo, orchestrée par Riccardo Freda. Même si son rôle restait modeste sur le papier, il a marqué les esprits, posant la première pierre décisive d'une carrière légendaire. Les années suivantes furent un tourbillon où il naviguait entre le théâtre et le grand écran, passant du pitre dans les instantanés néo-réalistes de Luciano Emer. Comme dans Domenica d'Agosto, à des performances bien plus sombres et complexes dans des œuvres dramatiques telles que Fèbre di Viver ou Chronage di Poveri Amanti. C'est à cette époque bénie qu'il croise la route de la divine Sofia Loren sur le plateau de Peccato, chez Siaouna Canaglia, une rencontre électrique qui allait tout changer. Cette alchimie immédiate allait forger la légende de ces deux monstres sacrés, liant leur destin cinématographique à jamais dans l'imaginaire collectif. Pourtant, il faudra attendre 1958 et le chef-d'œuvre de Mario Monicelli Premsoliti Ignotti pour que son génie comique teinté de ce désespoir latent n'éclate au grand jour. Ce film a été bien plus qu'un simple succès au box-office, ce fut une véritable révolution culturelle et artistique. Il a non seulement accouché de la fameuse comédie à l'italienne, mais il a aussi propulsé Mastroianni au rang de célébrité incontournable dans chaque foyer de la péninsule. 2 ans plus tard, c'est la consécration planétaire qui l'attendait au tournant avec le mythique La Dolce Vita. Élu par le maestro Federico Fellini,
Pour camper Marcello Rubini, ce chroniqueur mondain à la dérive, il offre une prestation qui incarne à la perfection le vide existentiel et la décadence de la Rome moderne. La folie créatrice et la liberté totale de Fellini ont trouvé un écho parfait dans l'élégance nonchalante de l'acteur. C'était une symbiose artistique rare où le chaos du réalisateur rencontrait la grâce fatiguée et la capacité d'introspection unique de son interprète fétiche. Dès le premier clap, j'ai senti que nous étions en train d'écrire l'histoire, avouera-t-il plus tard pleinement conscient de l'ampleur du moment qu'il vivait. Si ce rôle lui a offert le monde sur un plateau, il l'a aussi affublé de cette étiquette collante et réductrice de Latin lover, un fardeau lourd à porter. Un titre de séducteur superficiel qu'il passera une grande partie de sa carrière à déconstruire et à détourner avec une ironie mordante et subtile. Il n'a d'ailleurs pas perdu de temps pour briser le mythe, acceptant presque aussitôt le rôle d'un aristocrate impuissant dans Il bel Antonio, un pied de nez magistral à son image de mâle dominant. Le film suivant est Divorce à l'italienne, une satire grinçante et sombre qui dénonce l'hypocrisie sociale. Cette œuvre aborde les crimes d'honneur comme une échappatoire macabre dans une Italie où le divorce était encore strictement interdit par la loi. Grâce à son incarnation magistrale du baron Céphalou, un manipulateur machiavélique, il rafle tout un British Academy Film Award, un Golden Globe et sa toute première nomination aux Oscars. Durant toute la décennie des années 1960, il devient le visage du cinéma collaborant avec les maîtres italiens comme Germi Antonioni, Monicelli de Sica et Risi, tout en donnant la réplique à des icônes telles que Jeanne Moreau, Claudia Cardinal et l'éternelle Sophia Loren. La complicité artistique qui l'unit à Sophia Loren reste unique dans l'histoire. Ensemble, ils tournent 11 longs métrages incluant des chefs-d'œuvre comme Mariage à l'italienne et Une journée particulière. Dans chaque scène partagée, il dissèque la tension vibrante entre le désir brûlant et la désillusion, oscillant sans cesse entre les éclats de rire et la tragédie pure. Son alliance mythique avec Federico Fellini atteint son apogée avec 8 et demi, une fresque surréaliste illustrant la crise existentielle du réalisateur qui choisit Mastroianni comme son double parfait. « Mastroianni, c'est moi », déclarera d'ailleurs le cinéaste, une phrase devenue légendaire. Ce film, véritable fièvre visuelle mêlant souvenirs fantasmes et réalité, ancre définitivement Marcello comme l'archétype de l'intellectuel tourmenté et séduisant. L'œuvre décroche un nouvel Oscar du meilleur film étranger, confirmant la suprématie de l'acteur au sommet du panthéon mondial. Au cours des décennies suivantes, Mastroianni rejette catégoriquement toutes les étiquettes qu'on tente de lui coller. Il plonge dans l'excès avec La Grande Bouffe de Marco Ferreri, explore la mélancolie dans Quelle heure est-il d'Ettore Scola aux côtés de Massimo Troisi et s'essaie à l'avant-garde avec Le pas suspendu de la cigogne de Théo Angelopoulos. Véritable caméléon, il tourne dans plusieurs langues allant jusqu'à se doubler lui-même en russe ou en français, réinventant constamment son art. Il s'illustre également sur le petit écran, notamment dans Les Mainsail, adapté de Jean-Paul Sartre, avant de revenir à ses premières amours théâtrales, en fin de carrière jouant du Tchekhov et brillant dans la pièce. Poignante, Les Dernières Lunes, une performance d'adieu livrée alors que le cancer l'avait déjà visiblement diminué physiquement. L'envergure internationale de son parcours force le respect et l'admiration. Il travaille sous la direction de géants comme Roman Polanski, Louis Malle, Nikita Mikhalkov, Giuseppe Tornatore ou Robert Altman et partage même l'affiche avec sa propre fille Chiara Mastroianni dans 3 vies et une seule mort, un rôle qui lui vaudra le prix Silver Wave au festival de Fort Lauderdale. Son ultime voyage cinématographique, Voyage au début du monde, ne sortira sur les écrans qu'après sa disparition à titre posthume. Malgré tout ce succès, Marcello a conservé une philosophie empreinte d'humilité. Il disait « C'est un métier fantastique. On nous paie pour jouer la comédie. À la fin, les gens applaudissent. Que pourrait-on vouloir de plus ?» Cette insouciance l'a accompagné jusqu'à son dernier projet, le documentaire « Mi ricordo sì, io mi ricordo ». Réalisé par sa compagne de longue date, Anna Maria Tato, il y livre ses pensées intimes sur l'existence, le 7e art et la magie du rêve. Il faisait partie de notre patrimoine à tous. Mais derrière la légende, Marcello Mastroianni a vécu une existence privée aussi chaotique et théâtrale que les scénarios qu'il interprétait. Son premier grand bouleversement émotionnel fut pour Silvana Mangano, rencontrée sur les bancs d'une école d'art dramatique à Rome.
Ils partageaient les mêmes espoirs de gloire et arpentaient souvent les mêmes rues de la ville éternelle. Cependant, lorsque la carrière de Sylvana explosa avec Riz Ahmed et qu'elle épousa le puissant producteur Dino De Laurentiis, leur idylle se brisa. Bien des années plus tard, Marcelo l'évoquait encore comme celle qui lui avait glissé entre les doigts. Sylvana et moi étions des âmes sœurs, mais je n'étais personne à ce moment-là. Elle a choisi l'ambition. C'est une blessure qui ne s'est jamais vraiment refermée pour aucun de nous. Puis, Flora Carabella est entrée dans sa vie. Leur rencontre eut lieu sur les planches lors de la pièce Un tramway nommé Désir, et ils se dirent oui en 1950. Flora était la distinction incarnée brillante d'intelligence et de la vie de tous follement éprise de lui. Leur fille Barbara naquit en 1951, mais dès le début des années 1960, le couple se fissura miné par les nombreuses aventures extra-conjugales de Mastroianni et son besoin maladif de renouveau sentimental. Ils se séparèrent officieusement vers 1964, mais le divorce ne fut jamais prononcé. Flora conserva le lien malgré les trahisons. « Et j'ai épousé la passion », confiera-t-elle plus tard. « Mais je suis restée pour l'affection et la tendresse qui nous liaient. » Parmi toutes ces romances, aucune ne fut plus dévastatrice que celle vécue avec Faye Dunaway. Le coup de foudre eut lieu en 1968 sur le plateau du film Le Temps des amants. Pour l'actrice américaine, il était l'homme de sa vie. Elle aspirait au mariage, aux enfants, à une stabilité durable. Mais c'était précisément ce qu'il était incapable de lui donner. Paralysé par une culpabilité catholique et une certaine inertie, Mastroianni refusa de quitter Flora officiellement. Las d'attendre Dunaway le quitta en 1970, après 2 ans d'espoir déçu. Il avoua au magazine People en 1987 « C'est la femme que j'ai le plus aimée. Je porterai toujours le regret de l'avoir perdue. » Des décennies plus tard, Faye Dunaway confirma ces mots poignants, le qualifiant simplement de l'amour de ma vie. À peine quelques mois après cette douloureuse rupture sentimentale, une nouvelle muse fit une entrée spectaculaire dans sa vie, la légendaire Catherine Deneuve. C'est lors d'un dîner très privé, orchestré par le réalisateur Roman Polanski, que leurs regards se sont croisés pour la première fois. Le timing semblait écrit par le destin, elle venait tout juste de mettre un terme à son histoire avec François Truffaut, alors que Marcelo lui pansait encore les plaies laissées par son idylle tourmentée avec Faye Dunaway. 2 cœurs blessés, prêts à s'enflammer de nouveau. Cependant, c'est véritablement sur le plateau de tournage du film « Ça n'arrive qu'aux autres », une œuvre chargée d'une lourde atmosphère émotionnelle, que l'étincelle s'est transformée en un véritable brasier passionnel impossible à éteindre. Le contraste était saisissant et fascinait la presse internationale. Mastroianni affichait 46 ans au compteur, tandis que Deneuve rayonnait du haut de ses 27 ans. Leur idylle fut un choc frontal et magnifique entre la sophistication glacée de la française et la chaleur intense de l'italien. Inséparables, ils partagèrent l'affiche de plusieurs longs-métrages, dont La Cagna, une œuvre controversée au récit sexuellement explicite, explorant les thèmes sombres de la soumission et de l'isolement. Cette dynamique de domination et de dépendance à l'écran ne fit qu'accentuer leur aura. Ils s'imposèrent rapidement comme le duo le plus glamour, le plus photographié et le plus envié de toute l'Europe des années 70. Lorsque Catherine découvrit qu'elle attendait un enfant, leur romance jusqu'alors feutrée éclata au grand jour avec fracas. En mai, la naissance de la petite Chiara Mastroianni plongea l'acteur dans une euphorie totale, frôlant l'hystérie de bonheur. On raconte qu'il hurlait « J'ai une fille !» à qui voulait l'entendre, distribuant généreusement du champagne à de parfaits inconnus dans les rues de Paris. Même s'il était déjà père de Barbara, l'arrivée de Chiara fut perçue comme un véritable miracle divin. Pourtant, malgré cet amour débordant et cette nouvelle famille, Marcelo resta fidèle à ses contradictions et refusa catégoriquement de signer les papiers du divorce avec sa première épouse Flora. Cette même inertie, cette incapacité pathologique à trancher qui avait déjà saboté sa relation avec Faye Dunaway, revint tel un fantôme hanter et empoisonner son histoire d'amour avec la belle Catherine. Deneuve, qui avait déjà tourné la page de son mariage avec David Bailey, finit par se lasser de cette indécision chronique. Elle ne pouvait plus supporter les hésitations de Marcelo et son refus obstiné de s'engager totalement dans leur vie commune.
Au-delà de la situation maritale, leur tempérament était aux antipodes. La rigueur et la discipline de Catherine se heurtaient sans cesse au flou artistique et à la nonchalance de l'acteur. En 1975, la rupture fut consommée et c'est elle qui prit la décision finale. Toutefois, Catherine ne sortit jamais vraiment de son existence. Au contraire, elle se transforma en une amie intime et indéfectible, restant fidèlement à ses côtés jusqu'à son dernier souffle, prouvant que l'amour peut évoluer sans disparaître. Bien des années plus tard, elle confiera avec émotion « Marcelo a été le grand amour de ma vie ». Une déclaration poignante à laquelle l'acteur répondait en écho, affirmant exactement la même chose à son sujet. Ce lien complexe, passionné et inachevé a été immortalisé non seulement par leur filmographie commune, mais surtout à travers leur fille Chiara, qui a perpétué l'héritage familial en devenant actrice comme ses deux illustres parents. Après l'ouragan de Neuve, Mastroianni finit par trouver un semblant d'apaisement et de stabilité auprès d'Anna Maria Tato, une réalisatrice au caractère bien trempé. Elle représentait l'antithèse absolue de ses conquêtes passées distantes, cérébrales, analytiques et, chose incroyable, totalement indifférente à son statut de superstar. Cette attitude piqua immédiatement la curiosité de l'acteur. Leur relation ne fut pas un coup de foudre dévastateur, mais une construction lente et solide, cimentée par un respect intellectuel mutuel plutôt que par une obsession charnelle dévorante. Ils partagèrent leur vie durant plus de 20 ans. C'est elle qui lui tint la main durant son terrible combat contre la maladie et qui réalisa son ultime confession filmée « Mi ricordo, si io mi ricordo ». Ce projet n'était pas un simple documentaire, mais une fenêtre ouverte sur l'âme de l'acteur, où il revenait parfois avec une légèreté déconcertante, parfois avec une douleur palpable sur une existence entièrement façonnée par la quête du désir et le poids des regrets accumulés. Lorsque la fin arriva en décembre à Paris, Anna Maria Tato veillait sur lui, mais Catherine Deneuve était également présente, refusant de l'abandonner au seuil de la mort. Avec Chiara, cela faisait 3 générations de femmes pour un seul homme, résumant une vie à la fois riche et tourmentée. Et n'oublions pas Flora, son épouse légitime qui émotionnellement ne l'avait jamais quittée. Flora ne s'est jamais remariée et n'a jamais prononcé une seule parole amère contre lui en public. Avec une sagesse incroyable, elle déclarait « Je n'étais pas l'ennemi de ses amantes ». Elle ajoutait avec philosophie « Il nous appartenait à toutes ». Finalement, la vie sentimentale de Marcelo Mastroianni ne fut pas une série de conquêtes machistes, mais plutôt une suite ininterrompue de manques affectifs à combler. Chaque femme de sa vie semblait révéler une facette différente, un morceau manquant de sa faim affective insatiable et mélancolique. Il la voit d'ailleurs un jour avec une franchise désarmante « Je veux tout, je suis incapable de m'arrêter à une seule passion, une seule femme, un seul rêve ». Il poursuivait son introspection. Je sais que je ne suis pas mûre. J'ai l'éternelle impression d'être en retard sur tout le temps. Et puis vint le moment du rideau final. La disparition de Marcelo Mastroianni à l'image de son existence s'est déroulée avec une forme de grâce triste, une élégance intime et tragique marquée par une dévastation silencieuse. Durant ses ultimes années, celui qui restera à jamais la grande icône du cinéma transalpin dut faire face à son ennemi le plus implacable, un cancer du pancréas. Un diagnostic terrifiant qui, lentement mais avec une cruauté méthodique, vida de sa substance vitale cet homme dont l'âme avait illuminé des décennies d'histoire cinématographique. Pourtant, malgré la douleur et le déclin visible de ses forces physiques, Mastroianni refusa obstinément de se soumettre au silence et à l'inaction. Alors que la maladie gagnait du terrain chaque jour, il s'acharna à travailler déterminé à boucler ce qui deviendrait son adieu au cinéma Viaggio, à l'Inizio del Mondo, sous la direction de Manuel de Oliveira. Sur le plateau, les techniciens le voyaient amaigri, le visage marqué visiblement, à bout de force, mais il puisait dans ses dernières réserves pour incarner un rôle qui étrangement résonnait comme un écho à son propre destin. C'était une exploration poignante de la mémoire qui s'effrite de l'identité et des derniers instants d'une vie qui a été vécue sans retenue. Et ce long métrage ne fut pas son seul message d'adieu. Durant cette période crépusculaire, guidée par sa compagne de longue date, Anna Maria Tato Marcelo, enregistra un témoignage vidéo d'une intimité bouleversante. Intitulé Mi ricordo, si io mi ricordo, ce projet dépassait largement le cadre du simple documentaire biographique. C'était véritablement son testament spirituel légué à son public et à ses proches.
Avec une honnêteté brute presque enfantine dans sa sincérité, il y abordait sans phare la célébrité, la peur de vieillir, son amour des femmes, ses profonds regrets et ses joies intenses. « J'ai tourné plus de 160 films », disait-il avec un demi-sourire. « C'est tout de même un beau parcours, non oui. Je peux dire que j'ai vécu pleinement. » Il ajoutait avec insistance « Je peux être satisfait. Je le répète, j'ai eu énormément de chance. » Ce n'étaient pas là les paroles d'un homme aigri par la fin imminente, mais celles d'un être lucide pleinement conscient que le spectacle touchait à sa fin et que le rideau allait tomber. Sa toute dernière apparition théâtrale eut lieu dans une pièce en tournée intitulée « Le Ultime Lune », un titre d'une ironie cruelle et poétique au regard de son état de santé déclinant. À ce stade critique, son corps l'avait tellement trahi qu'il dépendait désormais de 3 perfusions par jour pour survivre, l'obligeant souvent à jouer ses scènes cloué sur une chaise à bout de force. La situation est devenue si dramatique que la production Le Cœur Serré n'a eu d'autre choix que d'annuler une série de représentations totalement impuissantes face à la dégradation fulgurante de son état de santé. Le drame final s'est joué à Naples. Après s'être effondré en coulisses, Mastroianni a dû se rendre à l'évidence et demander l'arrêt total de la tournée, signant là ses adieux définitifs et tragiques à la scène. Peu de temps après ce choc, il s'est réfugié dans son appartement parisien au cœur de cette ville lumière qui avait été le témoin privilégié de ses passions amoureuses et de ses multiples renaissances artistiques. Il ne franchira plus jamais le seuil de sa porte. Le 19 décembre, Marcello Mastroianni a tiré sa révérence dans l'intimité de ce foyer emporté à l'âge de 72 ans. À son chevet, pour recueillir son dernier soupir, se tenait sa fille cadette Chiara, qui lui a serré la main avec une tendresse infinie durant ses ultimes heures d'agonie. Catherine Deneuve, son ancienne compagne iconique et mère de Chiara, était elle aussi présente fidèle au poste pour accompagner jusqu'au bout l'homme qui avait tant compté. Même si la vie et les années les avaient séparés, leur lien était resté indéfectible et elle a veillé sur lui avec une affection profonde jusqu'au moment fatidique. Dans cette chambre, pas de projecteurs aveuglants ni de tonnerre d'applaudissements, juste le silence pesant et respectueux de ceux qui l'aimaient par-dessus tout. Ces obsèques émouvantes se sont déroulées sous les voûtes de la majestueuse église Saint-Sulpice à Paris lors d'un dernier hommage bouleversant. Ce n'était pas une cérémonie faite de discours pompiers ou théâtraux, mais un moment de recueillement pur d'une sincérité poignante qui a touché tous les cœurs présents. Dès le lendemain, sa dépouille a regagné Rome pour un dernier voyage. Sur la colline du Capitole, l'Italie entière s'est figée pour honorer son idole à travers une émouvante chapelle ardente. La foule a défilé en silence dans la salle de la Protomothèque avant qu'une cérémonie laïque ne vienne célébrer sa mémoire sur la célèbre Piazza del Campidoglio. Artistes, politiciens, cinéastes et admirateurs se sont rassemblés non pour pleurer une simple star, mais pour dire adieu à l'homme qui avait incarné leurs joies, leurs doutes et leurs rêves les plus fous. Il repose désormais au cimetière du Verano à Rome dans le caveau familial, loin du tumulte incessant du show business. Ne cherchez pas de mausolée grandiose ou tape à l'œil. Aucune pierre tombale ostentatoire n'a été érigée, car la vanité n'était tout simplement pas son genre. Ce qui survit, c'est la légende, cette voix grave inimitable, ce sourire en coin malicieux et ce regard plein d'une bienveillance teintée d'ironie et de douce nostalgie. Et bien sûr, il reste les films, ces chefs-d'œuvre éternels qui continueront de nous faire vibrer pour l'éternité. C'est ainsi que se termine la saga de Marcello Mastroianni, celui qui a séduit la planète entière avec le cinéma italien et qui, jusqu'au bout, nous a offert une performance d'une grâce et d'une honnêteté déchirantes. Et vous dites-nous en commentaire quel rôle de Marcello a laissé une empreinte indélébile dans votre mémoire de cinéphile. Quelle image gardez-vous de lui ? Le séducteur au charme ravageur, l'artiste mélancolique et introspectif, ou un mélange complexe des deux? Si ce récit vous a ému, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager et de vous abonner pour découvrir d'autres histoires qui fascinantes. Nous continuerons ensemble à plonger au cœur des vies scandaleuses, sublimes et secrètes des plus grandes légendes inoubliables du cinéma.